faire du yoga en entreprise, faire de la méditation en entreprise, faire du chamanisme en entreprise ne résoudra pas les questions de qualité de vie au travail. Dans un monde où le bien-être est devenu un sujet incontournable, il est facile de se laisser séduire par des pratiques à la mode. Mais si l'on gratte un peu, que trouve-t-on vraiment derrière ces mots ? Aujourd'hui, nous poursuivons notre réflexion entamée dans l'épisode précédent sur les pratiques New Age qui ont envahi nos entreprises. Je suis Camille Weberlin et avec mon invitée Elisabeth Fetty, on continue plus en profondeur notre discussion sur l'astrologie au travail, mais cette fois-ci, on s'attaque également à des sujets encore plus présents dans nos quotidiens professionnels, la méditation et le coaching. Des méthodes souvent présentées comme des solutions miracles, mais sont-elles vraiment efficaces ou ne font-elles que masquer des problèmes plus profonds ? Notre objectif aujourd'hui, comprendre, analyser et peut-être remettre en question ce qui semble être des évidences. Parce que parfois, pour avancer, il faut savoir prendre du recul et s'interroger sur ce qui est vraiment essentiel. Et sachez aussi que si vous en voulez encore après l'écoute de cet épisode, Elisabeth sortira une chronique sur la méditation au mois d'octobre. Et en attendant sa sortie, restez avec nous, cet épisode pourrait bien bousculer vos certitudes. Autre croyance qu'on retrouve dans l'entreprise, l'astrologie. Ah oui. Et ouais. Et on peut même avoir le signe astrologique de son entreprise. J'ai découvert ça. Et jusqu'à encore. Oui, je savais pas. Peut-être qu'on peut aussi avoir le signe astrologique de votre podcast. Je sais pas. De MetaChoc. Je sais pas c'est quoi son signe astrologique, mais je pense qu'on peut aussi l'avoir. Et il faut savoir qu'il y a encore jusqu'à quelques temps, l'astrologie, alors attention, parce que là, c'est une impression que j'ai. J'ai cherché des données, mais j'en ai pas trouvé. J'aurais bien aimé trouver ces données-là, justement. Mais j'ai l'impression qu'avant, on était vraiment plus à se moquer de ça, que c'était plus réduit à un divertissement. Alors que maintenant, depuis quelques années, ça s'affiche. Alors, je sais pas si c'est une impression que j'ai ou si c'est réel, mais en tout cas, maintenant, c'est moins choquant de le voir dans certaines entreprises. C'est plus accepté. C'est un peu comme si notre signe astrologique faisait partie de notre identité. À se demander peut-être si la position des planètes influerait sur notre destinée professionnelle. Je sais pas. Je sais pas si c'est l'essor des réseaux sociaux qui fait que c'est plus accepté ou pas. Et si vous avez des réponses là-dessus. Ça fait quand même longtemps que l'astrologie, en tout cas en France, est utilisée pour les recrutements. C'est quelque chose que moi j'ai toujours connu. Après, ça dépend des entreprises, évidemment, on va pas généraliser à toutes les entreprises, mais bon, on peut constater aujourd'hui qu'il y a une grande mode de l'astrologie dans la sphère privée. On voit beaucoup de communication sur les réseaux sociaux autour de l'astrologie. Il y a beaucoup d'adolescents, de jeunes adultes qui se réfèrent à l'astrologie. Donc oui, effectivement, il y a une sorte de mode, là encore, en fait, avec l'astrologie, une banalisation de cette croyance qui est souvent présentée comme une connaissance, comme un savoir ou comme une science. Or, ce n'est pas le cas. Là encore, ce n'est pas le cas. En fait, c'est assez marrant ce que vous dites sur le fait qu'aujourd'hui, il y a même des entreprises qui aient leur signe astrologique, parce que finalement, c'est complètement en accord avec le fait que les traits de personnalité au travers du signe astrologique, c'est quelque chose d'extrêmement récent. En fait, on croit que c'est quelque chose d'ancien. Mais non, les traits de personnalité, je parle des traits de personnalité, je parle pas du parcours de vie. Les traits de personnalité liés à un signe astrologique, ça date du début du XXe siècle. Ça a été inventé par, d'ailleurs, il y a une personne qui a retracé l'histoire de l'apparition, en fait, de l'horoscope. L'horoscope est né au début du XXe siècle, et c'est un charlatan qui a passé des annonces dans la presse, en fait, à l'époque, pour gagner de l'argent avec ça, qui a fait débuter ça. Donc voilà, c'est intéressant de voir que finalement, dans la même tendance, dans la même veine, on va aujourd'hui le rapprocher de la personnalité de l'entreprise ou du type d'entreprise en fonction du signe astrologique. Voilà. Après, les thèmes astro, c'est différent. C'est une autre dimension. Là, je parle vraiment d'horoscope et du fait que, on va dire, voilà, tel signe, bélier, égale telle personnalité. Mais évidemment, les thèmes astro, c'est beaucoup plus complexe. On va avoir beaucoup plus
d'éléments qui vont entrer en ligne de compte. On va avoir l'ascendant, on va avoir la maison, on va avoir aussi la position des autres astres, des planètes, etc., et de la Lune. Du coup, c'est beaucoup plus complexe, mais ça n'empêche que, quoi qu'il en soit, malgré toutes les études qui ont été faites, et il y en a eu beaucoup qui ont été faites sur l'astrologie, en réalité, on ne peut pas rapprocher un signe ou un thème d'une personne, d'une personnalité ou d'une expérience de vie. Et il y a des expériences qui ont été faites, par exemple, sur les maladies, où on a compilé des millions de données, des millions de personnes, pour voir si on pouvait rapprocher, par exemple, des symptômes médicaux, des maladies, des accidents, de certains signes astraux. Et en fait, non. Donc voilà. Mais après, il y a eu plein d'autres expériences, notamment justement sur les tests de personnalité, pour voir si on comparait un thème astral, un astrologue ou une astrologue qui faisait un thème astral d'une personne, et par ailleurs on demandait la même chose à une personne qui fait de la psychologie cognitive pour faire un test de personnalité, parce que, disons-le, évidemment, il y a des tests de personnalité qui sont fiables. Hein. Oui, c'est bien de le préciser, effectivement. Mais on l'a pas précisé. Mais oui. Voilà. Mais là, dans ces cas-là, c'est des tests étalonnés qui ont été créés dans des conditions créées et vérifiées et ajustés dans des conditions scientifiques. Et donc, quand on fait la comparaison, il y a une étude notamment à laquelle je pense et qui comparait justement ce que pouvait dire d'une personne un astrologue, et ce que pouvait dire d'une personne un psychologue, eh ben en fait on voyait que ce que pouvait dire l'astrologue malheureusement ne se vérifiait pas au-delà de la chance, de la probabilité statistique de tomber juste. Là où évidemment en psychologie on va tomber beaucoup plus juste puisqu'on a des outils étalonnés qui correspondent avec une courbe de Gauss à des statistiques valides. Voilà. Donc malheureusement l'astrologie est encore employée pour les recrutements ou pour évaluer des salariés et ça n'est fondé que sur encore une fois des effets Barnum. Donc l'effet Barnum étant encore une fois quelque chose dans lequel on se reconnaît, mais parce que la plupart des gens se reconnaîtraient dedans, ou par rapport à un raisonnement motivé. Et là ça rejoint un peu ce qu'on a vu avec l'exemple que vous donniez sur le chaman, sur le moment du recrutement. Parce qu'en fait, est-ce que on fait appel à un astrologue au début du processus de recrutement ou à la fin? En général, c'est au début? Alors, ça dépend des entreprises. Il y en a beaucoup qui le font au début. Justement pour pouvoir... parce qu'il y en a qui vont se dire « Ah, mais moi, dans mon équipe, je veux surtout pas de scorpion, ça va pas aller. » D'accord. Donc, ça peut être au début. Il y a d'autres entreprises qui le mettent à la fin. Et là, c'est plus pour avoir une conversation avec le candidat qui hésitent et ça permet de rassurer. Donc, j'ai pas de réponse, c'est comme ça ou comme ça. Ça dépend des entreprises. D'accord. Sur ce qu'elles cherchent avec cette pratique-là. Alors, en fait, que ce soit au début ou à la fin, finalement, ce qui est intéressant de voir, c'est que quelle que soit la manière dont on va utiliser l'astrologie, eh ben, on va pas pouvoir se tromper. C'est-à-dire qu'à l'arrivée, on n'aura pas un moins bon recrutement en réalité. C'est-à-dire que même si on écarte tous les scorpions, on trouvera potentiellement une personne adaptée dans notre recrutement. De même que si on a, par exemple, une shortlist de 3 personnes à la fin du recrutement et qu'on hésite entre ces 3 personnes, on ne sait pas comment recruter, on va faire appel à un astrologue qui va nous dire, bon voilà, suivant la date de naissance, le thème astral que j'ai pu faire, je vous conseille telle personne. Mais c'était déjà parmi 3 personnes, parmi lesquelles on ne savait pas laquelle choisir, parce que les 3 étaient bonnes, en fait. Donc, il n'y a pas grande incidence. En même temps, ça veut dire aussi qu'on va écarter de manière totalement arbitraire des personnes qui auraient pu être de super collaborateurs. Et c'est là que ça devient un peu dommage, finalement, de fonctionner de cette manière-là. Après, ça reste de la discrimination, parce qu'on peut se dire, nous, on veut aucun scorpion dans l'entreprise, t'élimines plein de personnes sur une croyance absolument pas avérée. Et encore une fois, je vais revenir, ça aussi, je trouve ça dangereux, où des fois, tu vas te dire en entreprise, oh bah tiens, je m'entends pas avec Jean-Michel, puis là, j'ai découvert, c'est parce que Jean-Michel est les lions, et tu sais, moi, avec les lions, ça passe pas. Tu sais. Et ça aussi, je me dis, mais comment ça se fait que l'astrologie
l'astrologie, puis on peut reparler de graphologie aussi, Ouais. qui reviennent aussi dans les entreprises, où maintenant on redemande aux personnes d'écrire des lettres de motivation à la main pour pouvoir aller évaluer ça, alors qu'il y a aucune rigueur scientifique Ouais. là-dedans non plus. Peut-être qu'on a tout simplement, on est en manque de repères qui peuvent nous rassurer sur le fait qu'on prenne les bons choix, qu'on fasse les bons choix. C'est sans doute rassurant. Mais le problème, c'est que ça n'est fondé sur rien de solide, quoi. Et puis qu'effectivement, ça peut vraiment poser problème. Parce qu'effectivement, on va écarter des personnes sur des facteurs totalement arbitraires. Les pauvres scorpions, quand même. Hein. Ah, c'est les pauvres scorpions. Mais après, ça, je suis d'accord. Je pense que l'astrologie, elle peut rassurer certaines personnes, mais c'est comme pas utiliser le bon outil. Et puis, je trouve que, par exemple, là, s'il y a des RH ou des managers qui nous écoutent et qui se disent, mais moi, ça me rassure d'utiliser l'astrologie. J'ai l'impression que j'ai fait le bon choix de la personne en l'ayant utilisé, ça a fonctionné pour moi, etc. Mais de se questionner sur, OK, mais est-ce qu'il y aurait pas un autre moyen? Ou qu'est-ce qui fait que ça vous que vous êtes pas rassuré justement de prendre cette personne-là? Est-ce qu'il y aurait pas des choses un peu plus cadrées justement pour pouvoir mieux sélectionner les candidats, qui soient moins discriminatoires? Se poser plus de questions en fait que juste par défaut choisir l'astrologie, juste par peur de se tromper sur un candidat. Et puis au pire, peut-être qu'on va se tromper, mais comme dans n'importe quoi en entreprise, on peut se tromper. Et je dirais que c'est pas la fin du monde de se tromper sur une personne. On retrouve aussi, alors maintenant c'est complètement affiché sur LinkedIn, où où je vois beaucoup de communication sur LinkedIn de oh c'est quoi être un bon patron, je pense que vous avez partagé c'est quoi être un bon patron Bélier, c'est quoi être un employé Capricorne, de quelle façon, et puis on rentre comme ça dans des cases, certains types de personnalités de personnes, alors que ça correspond pas forcément. Ou puis ça fait aussi on pourrait mettre tout le monde aussi dans ces cases-là. Enfin, je veux dire, si par exemple, je dirais, je sais pas de quel signe astrologique vous êtes, mais on va dire Balance au hasard, je sais pas. Je ne dévoilerai pas mon signe. Mais je sais quand est votre anniversaire, je pourrais le trouver. On ne dira rien, on ne dévoilera pas. On n'en dira rien. Mais disons Balance, que je dis oh bah tiens ça, et que vous me dites oui c'est Balance, alors que ça l'est pas du tout, que je vous dis bah tiens ça c'est votre c'est votre profil, etc. Vous allez me dire oui parce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui vous correspond, alors qu'en fait pas du tout. Peut-être que vous étiez Capricorne mais vous avez fait comme si vous étiez Balance, et puis c'est l'impression que parce qu'on peut mettre tout le monde dedans en fait. Exactement, mais il y a eu des tests en fait scientifiques qui ont été faits là-dessus, des évaluations où on donnait à un certain nombre de personnes une description de leur signe du zodiaque et on leur demandait s'ils s'y retrouvaient. Et la plupart des gens ont dit qu'ils se retrouvaient dans la description qui était donnée sur cette feuille qu'ils avaient lue, chacun dans leur coin. Et ensuite, quand l'animateur, enfin la personne qui menait l'expérience, a dit aux gens, mais en fait, vous avez tous reçu la même description. Vous avez tous reçu la même description. Vous êtes tous retrouvés dans votre signe astrologique, sauf qu'en haut, il y avait marqué Bélier ou Cancer ou Balance, etc. En fait, ça montre à quel point on peut s'identifier par cet effet Barnum à des choses parce qu'elles sont générales, qu'elles sont humaines tout simplement, ce qui est décrit, et on a beaucoup de choses en commun, nous les humains, et finalement moins de différences qu'on ne pense, en tout cas dans certaines formulations, on peut vraiment tous se retrouver, en ayant l'impression qu'elles sont spécifiques à nous. Hein, c'est ça la particularité de l'effet Barnum. Donc ça, c'est typique en fait de ce qu'on retrouve dans les expériences autour de l'astrologie, c'est que tout le monde peut s'y retrouver. Donc tout le monde en est satisfait, et c'est ça aussi qui en fait son attrait, qui fait l'attrait en l'astrologie, c'est qu'on en est satisfait. On se retrouve ou on retrouve quelqu'un dans la description de son signe. Mais il y a une portée quand même qui est problématique, c'est que si on dit que le Bélier c'est quelqu'un de fonceur, eh ben, soi-même, si on s'identifie en tant que Bélier, on va se conditionner dans ce type de personnalité. Ou si on est employeur ou manager, on va aussi, si on accorde du crédit au signe du Bélier et qu'on pense que les Béliers sont des personnes fonceuses, on va
considérer que cet employé est fonceur et que il peut aussi manquer de je sais pas quoi de retenue ou ne pas vérifier le travail une fois qu'il est fait et que du coup il faut qu'il y ait quelqu'un qui passe derrière lui, etc. Et en fait, ça va conditionner les relations de travail. Et c'est ce qu'on retrouve aussi avec le test du disque, avec les couleurs, c'est que la personne jaune, eh ben voilà, elle est jaune. Et donc, on va la traiter en tant que telle. Et il y a une espèce de stigmatisation, en fait, des personnes au travers de ces cases qui, encore une fois, ne reflètent à rien de tangible. Et finalement, ça nous met dans des situations de cul-de-sac, dans des situations d'immobilisme, sans prendre en compte la personne qu'on a en face de soi réellement. C'est ça le problème. Je trouve ça vraiment pertinent ce que vous dites là et ça me permet de raconter une petite histoire qui est arrivée dans l'une des entreprises dans lesquelles j'étais, où justement, il y a eu un test de personnalité qui a été fait et qui a été donné à tout le monde dans l'entreprise. Et après, on a discuté sur ce qui est ressorti de ces tests de personnalité-là. Et j'ai un de mes collègues, justement, dans son test de personnalité, c'était clairement écrit que lui, il n'était pas jaune, parce que de mémoire, alors, je ne veux pas raconter de bêtises, je vous dis, ça fait longtemps, je pars de mémoire là-dessus, mais de mémoire, le jaune, c'était la personne qui était vraiment dynamique, qui allait de l'avant, qui n'avait pas peur de parler en public, etc. Et lui, il n'avait pas ça, ou en tout cas très, très peu de ça. Et donc ce qui s'est passé, c'est que le manager, il s'est dit dans ce cas-là, je vais jamais mettre cette personne-là, tu sais, en avant, c'est-à-dire aller donner des conférences, aller donner des formations, etc. Et donc cette personne, elle était cantonnée à faire son travail, à être vue juste comme une personne rationnelle et à jamais pouvoir aller tester d'autres choses ailleurs parce qu'elle était coincée dans cette case-là. Et on a eu un changement de management. Et là, en fait, l'autre manager dit, non, moi, je veux que tout le monde s'essaye à donner des conférences. Pour moi, c'est important qu'on aille un peu au-delà et puis on teste ça. Donc, il a été obligé d'aller le faire un peu parce qu'il voulait que tout le monde teste ça dans l'entreprise. Donc, il a partagé ses connaissances, donné des formations, etc. Puis au final, il s'est avéré que lui adore faire ça. Alors oui, il a une personnalité qui est moins excentrique, qui est un peu plus réservée, mais il aime donner des formations. Et s'il n'y avait pas cette autre, ce changement de management qui faisait que l'autre personne n'était pas du tout, avait pas été influencée par ces tests-là en ayant regardé, OK, qui est plus dans cette case-là, qui est plus dans l'autre, etc. Et peut-être que lui, il n'aurait jamais su à quel point il est, malgré le fait qu'il soit plus réservé, qu'il aimait aussi donner des conférences, qu'il aimait aussi donner des formations et qu'il s'épanouit aussi là-dedans. Et c'est ça l'autre danger, je trouve, dans tous ces tests-là où on te met dans des cases. C'est le fait que tu puisses pas vraiment en sortir parce qu'on te voit que comme ça. Oui. Et c'est assez dramatique parce que si on y pense et que ça arrive par exemple en début de carrière professionnelle, on peut soi-même s'auto-convaincre qu'on est comme ça. Et non seulement dans le milieu du travail, mais aussi dans le milieu personnel, dans sa vie personnelle. Et on peut s'auto-convaincre que non, qu'on n'a pas envie qu'on n'est pas à l'aise, ou qu'on n'est pas fait pour ça, etc. Et on se limite, en fait. Et ça, je trouve ça vraiment problématique parce que c'est, encore une fois, des cases très limitées qui correspondent à rien et qui peuvent complètement influencer la vie des gens, tout simplement. Voire les stigmatiser, encore une fois. Oui, c'est ça. Mais je trouve ça drôle, pas si drôle, mais qu'on se dit tiens, ça limite les personnes parce que à l'inverse, en fait, en mettant ça en avant, c'est justement pour dire on veut que les gens deviennent la meilleure version d'eux-mêmes, alors qu'en réalité, on les met dans les cases qui les limitent. Et là, je suis en train de me dire hey. Ouais, la meilleure version de soi-même, c'est du vocabulaire New Age. Là, on est en plein dedans. Justement, c'est l'expérience du plein potentiel humain. Voilà, pour se rapprocher de sa divinité. Un vocabulaire qui est très présent dans les entreprises, être la meilleure version de soi-même, s'améliorer sur la performance, c'est partout. Donc, on est en plein dedans. Oui, vraiment. Là, on a parlé de deux choses qui peuvent paraître étonnantes, peut-être pour ceux qui nous écoutent, le chamanisme, l'astrologie en entreprise, qui sont un peu moins acceptées, on va dire, du grand public quand j'en parle, etc. Par contre, là, je vous propose qu'on parle de deux choses qui sont très acceptées, rarement remises en question, la méditation et le coaching en entreprise. Ouh là là. Gros sujet. On attaque le dur, là. Exactement. Je vous propose qu'on commence par la méditation. Allez. Et c'est parti. La méditation, pourquoi? Parce que autre recherche que j'ai fait, c'est que
j'ai vu que la méditation, en fait, ça se donnait dès les écoles de management. Et puis même en France maintenant, alors parce que je regarde aussi en France un peu ce qui se passe. Dès l'école primaire, en fait, aussi. La méditation est partout. On ne voit pas le mal qu'il peut avoir derrière. Au contraire, on va vous dire ça vous fait du bien, des choses autour du bien-être, etc. Dans la plupart des entreprises dans lesquelles j'interviens, il y a beaucoup de propositions autour du yoga, de la méditation, plein de choses, plein d'activités comme ça qui sont proposées. Je dirais même que c'est plus rare que c'est pas proposé. Ce que je trouve étonnant. Certains disent aussi que la méditation renforcerait le leadership. J'ai pas encore trouvé en quoi. Voilà. C'est taquin comme remarque quand même. Pardon. Mais je me suis demandé, avec tout ça, en vous ayant au bout aujourd'hui dans le podcast, pourquoi la méditation, ça marche si bien? Pourquoi c'est autant accepté? Pourquoi est-ce qu'on se dirait pas comme le chamanisme, par exemple, quand j'en parle un peu, on se dit, oh, ça, on a un petit peu des doutes. Alors, la méditation, pas du tout. Ouais. La méditation, c'est vraiment présenté depuis plusieurs décennies. Ça fait quand même un bon bout de temps que c'est dans le circuit et là, vraiment, ça explose depuis une dizaine d'années. C'est présenté comme quelque chose de prouvé scientifiquement. Donc ça, déjà, c'est un énorme avantage par rapport aux autres choses qu'on a déjà abordées. C'est que ce serait prouvé scientifiquement que ça améliorerait les capacités d'attention, que ça permettrait de prendre du recul, de gérer ses émotions, d'être calme, d'être dans l'empathie aussi, etc. Tout un tas de qualités qu'on peut apprécier dans la vie courante, mais aussi dans l'entreprise. Et il y a eu aussi, et ça c'est important de le dire, une action clairement concertée du Mind and Life Institute, qui est à l'origine de la promotion de la mindfulness en général dans le monde, qui est un institut très clairement New Age, même si au départ, ce qui est mis en avant, c'est l'aspect scientifique des choses. Et donc, il y a vraiment une campagne, je dirais, d'information, et plus que d'information, une campagne de persuasion, d'influence, pour diffuser la méditation. Donc, c'est pas très étonnant. En tout cas, il y a eu cette campagne qui a eu beaucoup de succès et qui continue d'être, toujours très présente. Et encore une fois, les entreprises sont toujours à l'affût des choses nouvelles, des choses qui pourraient être tout à coup, la science nous montre que on peut se dépasser, ou on peut vivre mieux, ou on peut avoir de meilleures performances, etc. Donc je crois que la méditation, elle rentre vraiment bien là-dedans. Et puis, c'est séduisant parce que c'est quelque chose d'apaisant. On se dit, voilà, c'est pour le bien-être. On se dit, c'est quelque chose, c'est comme le yoga. Ça va apporter un bien-être physique qui va aussi apporter à mon bien-être psychologique et donc à ma relation aux autres. Alors après, quand on va regarder les études scientifiques, c'est plus ambigu. Et là, peut-être que je vous laisse la parole parce que je crois que vous avez une certaine expertise dans le domaine. Effectivement, c'est vraiment plus qu'ambigu au final parce que, pour raconter une petite anecdote, tout début du Covid, beaucoup de temps au final. J'avais beaucoup de temps à ce moment-là et puis heureusement que j'avais ce temps-là parce qu'il y a un client qui nous appelle, qui nous dit en ce moment on a un problème. Alors il faut savoir que c'est dans une mine, donc beaucoup d'accidents du travail, des accidents qui peuvent être très graves, et il nous dit là il y en a de plus en plus. Et puis ça fait longtemps qu'on travaille avec ce client-là et il nous dit j'ai quelqu'un qui est venu nous voir, il nous a dit nous, ce qu'on vous propose là, ce qu'on voit, c'est que les gens ils sont pas assez concentrés dans votre entreprise et devraient méditer. Et ce client-là avec qui on a l'habitude de travailler dit qu'est-ce que vous en pensez, etc. J'ai dit, est-ce que tu as du temps? Il dit oui. J'ai dit, ok, je vais me renseigner. Je connais un peu la méditation, mais comme tout le monde, mais à cette époque-là, je connaissais pas grand-chose en réalité. Je me suis dit, je vais me renseigner. C'est ce que je fais. J'ai le temps. Mon compagnon aussi, lui, on est tous les deux, on est très très curieux et on adore se lancer des défis. Puis moi, je pars du postulat que la méditation, effectivement, ça peut te permettre de te reconcentrer, d'être bien, etc. Donc je me suis dit, je vais faire les recherches, puis voir. Puis lui, il se dit, moi j'ai des doutes. Donc je vais regarder. Puis on se dit, ok, on se laisse un mois tous les deux. On n'en parle pas du tout, mais on fait vraiment nos recherches. Chacun de notre côté, on n'en parle pas pendant un mois. Bon, on a parlé de d'autres sujets, vous inquiétez pas. Ah bon, quand même. Quand même. Mais pas de celui-là. Puis on s'est fixé une date, on se dit à telle date, on met en commun nos recherches. Voilà, parce qu'on se dit, on peut être biaisé, parce que des fois, on va aller rechercher justement ce qui va dans notre sens. Donc c'est pour ça, on s'est dit, tiens,
on part, on remet en commun nos recherches. C'est ce qu'on a fait. Et là, je vous dévoile le tout, hein, c'est moi qui ai perdu au final, si je peux dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que on a lu énormément d'études scientifiques. On a été étonnés par le nombre d'études scientifiques qui existent sur la méditation. C'est énorme. On les a pas toutes lues, c'était impossible de passer au travers de tout. On a surtout sélectionné pas mal de méta-analyses, d'études randomisées, etc. Surtout ça qu'on a fait. Et c'est avéré aussi, hein, dans les études scientifiques qu'on a trouvées, qu'il y a énormément d'études qui sont pas très bien menées, c'est-à-dire que vous allez avoir juste 5 personnes qui ont été dans l'étude. 5, c'est rien, on peut pas se baser là-dessus. Il y en a d'autres. Alors, il y a une étude qui nous a vraiment fait rire parce que c'était écrit « Nous avons fait une étude précédente dans laquelle les personnes avaient trouvé un effet bénéfique sur la méditation. Donc, nous les avons repris pour cette autre étude. » Ça veut rien dire. OK. Et en fait... Léger problème méthodologique. Exactement. Pas mal de problèmes méthodologiques. Et au final, en fait, les études qu'on a retrouvées qui ont été sérieuses disaient qu'il y avait pas plus d'effets. Alors, il y en avait une, je voulais... alors, il y a une étude randomisée, justement. Il y en a une qui est sortie l'année dernière aussi là-dessus, qui disait que la méditation pleine conscience n'a aucun effet supplémentaire que d'autres activités plaisantes comme du sport ou des jeux vidéo ou encore lire un livre. Je vais le mettre aussi dans les... je vais vous mettre cette étude justement dans les commentaires du podcast, dans les données du podcast là sur la page, pour que vous puissiez aller la lire. Et je vous invite à la lire parce que oui, on attribue énormément de choses à la méditation, mais en fait, ce que les gens ils oublient, c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils s'attribuent une pause. C'est-à-dire qu'on sort de ce qu'on fait habituellement, on fait une pause et on a l'impression que cette pause-là, d'un coup, elle nous fait du bien. Mais en fait, si vous allez lire, vous allez faire du sport, vous allez jouer à un jeu vidéo, vous faites aussi cette pause-là. Le sport a des qualités beaucoup plus reconnues que ce qu'on peut trouver en méditation, effectivement. Le sport vraiment augmente la qualité de vie. Et ce n'est pas le cas de la méditation, en tout cas au-delà de lire un bouquin ou de faire du crochet. Et pire encore, au niveau de la méditation, c'est qu'elle peut aussi augmenter elle peut augmenter l'anxiété. Il y a eu des effets aussi de paranoïa chez certaines personnes. Ouais, il y a des effets secondaires. Exactement. Auxquels on parle pas. Moi, j'ai vraiment découvert ça. J'ai jamais imaginé que la méditation pouvait avoir des effets secondaires. Parce que tout ce qu'on sait, en tout cas de connaissance générale, si je peux dire ça, de tout ce qui est parlé, c'est tout le positif qu'il y a derrière la méditation. Ouais. Et avant de lire ces études, j'en avais aucune idée et absolument pas conscience que ça pouvait avoir des impacts négatifs sur les gens, vraiment. Et oui, parce que ça peut augmenter la rumination, par exemple. Une personne qui est dépressive, une personne qui ne sait pas gérer ses émotions, une personne qui aussi est psychotique, par exemple, ça peut avoir des effets de décompensation, de rumination, de dépression, etc. Donc, effectivement, c'est très problématique parce que ce dont on entend parler, c'est quoi? C'est que, ah oui, c'est utilisé dans tel hôpital, et effectivement, il y a beaucoup d'hôpitaux qui proposent la méditation. Mais comme les barreurs de feu, hein, c'est utilisé aussi dans les hôpitaux. Aussi. Donc, finalement, en plus, la médiatisation autour de la méditation, c'est quoi? C'est la nouvelle technique miraculeuse. On voit un moine bouddhiste avec des électrodes sur la tête. On se dit, bah évidemment que c'est génial et que ça va marcher. Mais je pense qu'on a vu le même documentaire. Bah, c'est toujours le même. C'est Mathieu Ricard qui se soumet à des expériences scientifiques. Mais en réalité, voilà, il y a, je crois vraiment, une vraie campagne d'information pour être sympa, de la part du Mind and Life Institute, de Jon Kabat-Zinn, qui est donc à la tête de toute cette opération de médiatisation et de popularisation de la méditation. Et quand on regarde les résultats scientifiques, et énormément, effectivement, d'études qui ont été faites, bah, les méta-analyses ne nous permettent pas d'arriver à des conclusions qui diraient que ça augmente l'attention, ou que ça augmente le bien-être, ou que ça augmente l'empathie, ou que ça augmente les performances. Il y a rien qui nous permet de dire ça. Donc, peut-être que, on ne sait pas, peut-être que des études futures nous le permettront de dire ça, mais en l'état actuel des choses, c'est absolument pas le cas. Donc, c'est quand même assez ubuesque comme situation, ce qui se passe avec la méditation. Effectivement. Et puis là, pour encore une fois, les managers RH, directeurs d'entreprise qui nous écoutent et qui nous disent « Oui, mais moi, j'utilise la méditation parce que les gens dans mon entreprise sont stressés. » Et ça permet justement de réduire leur stress. Ce que j'aimerais dire là-dessus, c'est « Ok, peut-être.
j'ai mis un gros doute, vous l'avez compris. Mais mais rentrons dans un cadre d'entreprise. Vous êtes dans une entreprise dans laquelle il y a des conflits de valeurs, dans lesquels il y a une intensité de travail intense, il y a des conflits entre les personnes. Tout ça, c'est pas géré. Et vous vous dites, ben, ok, tous les gens chez moi, ils sont stressés, ils sont pas bien. Moi, j'ai envie de prendre soin d'eux. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais leur proposer sur l'heure du midi une séance de méditation, comme ça, tout le monde est bien. Et puis, on règle le problème. Non, c'est pas vrai. Alors peut-être que pendant 1 heure, les gens seront sortis de ce contexte d'entreprise justement qui qui est pas bien pour leur santé mentale, effectivement, d'être dans un environnement de travail comme celui-ci. Mais cette heure, en faisant cette heure de méditation, vous allez rien régler du tout. Et c'est ça aussi, parce que c'est des solutions qu'on trouve, je pense, en entreprise qui sont faciles à mettre, de se dire, bon, on va libérer 1 heure le midi, plutôt de se dire, OK, c'est quoi dans mon entreprise qui va causer le stress? Et on revient encore à la même chose de ce qu'on disait au tout début, c'est que avec, pour moi, toutes ces pratiques-là qui sont faciles à mettre en place, qui sont faciles à comprendre, qui plaisent aussi, qui sont aussi plaisantes, fait qu'on ne s'interroge plus sur l'essentiel. Et sur ce qui cause les problématiques qu'on essaie de régler. En tout cas, on n'utilise pas les bons outils. Et c'est là où moi, je trouvais important de faire cet épisode parce que on arrive à un point où, dans nos entreprises, on règle plus les problèmes profonds, on reste juste en surface et on fait qu'empirer les choses. Ouais. Alors, j'ai fait une émission, vous le disiez tout à l'heure, avec Albert Moukébert, qui est docteur en neurosciences et psychologue clinicien, une émission qui s'appelle Manipulation et développement personnel en entreprise, et où justement on échange et où il dit, est-ce que c'est vraiment le rôle de l'entreprise de régler les problèmes personnels des gens? Premièrement, première question, est-ce qu'on a en tant qu'entreprise, RH ou dirigeant, est-ce qu'on a à s'occuper de la santé mentale de nos employés? Faire de la prévention, pourquoi pas, mais est-ce que c'est à nous de régler leurs problèmes personnels? Ça, c'est une première chose. Mais plus loin que ça, et c'est ce que vous dites, c'est est-ce qu'on est vraiment en train de régler les problèmes? S'il y a des problèmes en entreprise, est-ce que ça vient pas plutôt du cadre de travail? On sait que la plus grande partie des problèmes pour les salariés les problèmes de bien-être, de mal-être donc, viennent des conditions de travail. Elles viennent pas du fait qu'ils n'ont pas une salle pour méditer. Elles viennent du fait que leurs conditions de travail ne sont pas bonnes. Ça n'a rien à voir. Donc, on résout les conditions de travail, on les améliore. Là, on va obtenir des résultats. Ou ça peut venir aussi de la durée du transport pour arriver jusqu'à son travail, aller-retour, etc., qui peut être fatigante, éprouvante. Et là aussi, il y a peut-être des solutions à trouver là-dessus, etc. Mais en dehors de ça, faire du yoga en entreprise, faire de la méditation en entreprise, faire du chamanisme en entreprise ne résoudra pas les questions de qualité de vie au travail. Et ça, c'est vraiment un gros problème parce qu'on est en train de déplacer et souvent aussi de dépenser de l'argent, encore une fois. On parlait des tests de personnalité qui ne fonctionnent pas, mais c'est pareil pour les stages ou les formations ou les les activités de team building qui coûtent une fortune quand même, il faut le dire, encore une fois, des dizaines de milliers d'euros pour certaines entreprises chaque année, voire plus, pour arriver à quoi? En fait, moi, je pense que ça pose quand même une question qui est encore plus fondamentale, c'est quel est l'objectif des dirigeants qui font ça? Est-ce que c'est pas plutôt de mettre la poussière sous le tapis et de ne pas régler les problèmes et de ne pas les régler parce que ça ne va pas dans le sens de ce qui est souhaité, qui est juste une subordination de l'employé à son employeur. Quoi qu'il arrive et quoi que ça coûte. Et du coup, de ne pas être dans le dialogue, de ne pas être dans la résolution de problèmes réels, et la prise en compte de l'employé qui peut amener l'employé à du coup être indépendant de son entreprise et à prendre des décisions qui vont contre l'avis de l'employeur. Et c'est ça sans doute qui peut amener certains employeurs à préférer du cache-misère plutôt que de réellement être à l'écoute des besoins des employés. Et là, je crois qu'on touche à une question vraiment une autre dimension que juste se dire ah oui, après 1 heure de méditation, je me sentais mieux. Et je pense que c'est surtout aussi que ça donne l'impression d'avoir fait quelque chose. Et autre chose que vous avez dit avec Albert Moukébert que je trouvais intéressant aussi, c'est que
en tout cas pour moi, ça c'est mon avis. Non, l'entreprise, c'est pas son rôle d'être responsable du bonheur des employés, d'aller chercher ça. Puis surtout qu'on recherche pas tous la même chose non plus. Par contre, c'est de sa responsabilité de mettre en place les éléments pour avoir un environnement de travail qui soit favorable, dans lesquels on a les bons outils, dans lesquels on puisse s'épanouir aussi au travail, mais sans toutes ces choses superflues pour moi, qui vont pas apporter grand-chose et pire, qui peuvent empirer. Et en parlant de ça, le dernier, il me semble, des éléments que je voulais vous parler, c'est le coaching. Aussi très accepté, beaucoup demandé. Et Ah oui, là. Sujet difficile aussi pour moi, puis je vais vous expliquer pourquoi. Allez. Alors, dites-nous tout. Oui, tout vous dévoiler. Il y a quelques années de ça, je me suis dit, bon, je fais... très souvent, j'ai des discussions avec des managers, puis j'ai l'impression qu'il me manquait d'outils, des choses pour les aider, les amener plus loin. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien passer une formation en coaching, justement, pour pouvoir les aider dans leur pratique, etc. Et puis là, j'ai commencé à regarder différentes formations. Je savais que je voulais absolument pas partir dans parce que je savais qu'il y avait des dérives, des choses comme ça à l'intérieur. Donc, j'aime vraiment regarder toutes les formations qu'offrait le Québec sur le coaching. Je les ai toutes comparées, etc. Bravo. Mais je suis quand même tombée de haut, de très haut. Cette formation m'a coûté 15 000 $. Mais j'ai eu de la chance. Quand même. Parce que c'était le début du Covid et le gouvernement, à ce moment-là, en fait, offrait des formations. Et je dirais heureusement. Sachant que j'ai choisi cette formation parce que de ce qui était montré, c'était vraiment du coaching pour les entreprises, donc pour aider les gestionnaires, les managers, etc. Et là, je me suis dit, génial, je pars dans cette formation-là. Sauf que je suis tombée très haut. Pourquoi ? Parce que cette formation était remplie, mais remplie de pseudosciences sans jamais l'avouer. Il y avait toutes les choses sur le cerveau de droite, le cerveau gauche, le cerveau trionique, le fait de respirer avec ses 7 cerveaux, la CNV, rien, et jamais, la PNL aussi, mais jamais on a cité ces mots-là, jamais. Ah oui, d'accord. C'était clairement, alors sauf pour le cerveau gauche et le cerveau droite, ça c'est le cerveau droit, ça c'est la seule chose qui a été citée. Et respirer avec les 7 cerveaux, je connaissais pas, c'est sympa ça. Avec les... Je vais pouvoir vous envoyer de la vidéo. J'ai tout gardé encore. J'ai tous les éléments avec moi. J'ai encore toutes les choses avec moi. Et c'est ça. Et en fait, toute la formation a été basée que sur des choses pseudo-scientifiques, présentées comme scientifiques. Et sachant que dans cette formation, il y avait que des directeurs d'entreprise, que des RH ou des gestionnaires. En fait, dans la même situation, qui étaient dans la même situation. Oui. Je l'ai très mal vécu parce que on me pose beaucoup de questions. J'aime ça poser des questions. Et très souvent, quand j'essayais de remettre... Alors, c'était difficile pour moi parce que j'ai du mal à être en contradiction devant tout le monde quand tout le monde est là à dire « Waouh, c'est trop génial » et qu'on est la seule personne à dire « Oh, peut-être pas tant ». Très difficile pour moi à vivre. Je crois qu'il y a peu de personnes qui trouvent ça confortable comme situation. Oui, effectivement. Effectivement. Et ce qu'on me ressortait souvent quand je disais « Mais... que c'est scientifique, comment ? Parce que j'ai fait des recherches, etc. On me disait, non mais Camille, t'as ta propre vérité, nous on a la nôtre. Ah ben voilà. Mais ça c'est New Age. Je fais comment pour débattre là-dessus ? Et voilà. Et oui, chacun sa vérité. Parce que comme on n'a pas accès à la vérité ultime, la vérité avec un grand V, celle de notre divinité, de notre état originel, de notre essence, eh bien on ne peut être que dans des vérités partielles, et donc elles se valent toutes, parce que toutes se rejoignent dans la vérité ultime. Donc là on est clairement dans une perspective spirituelle pour valider des approches qui sont censées être très concrètes pour résoudre des questions de l'entreprise. Donc là, on voit bien, ça revient exactement à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que sous couvert d'une spiritualité qui ne donne pas son nom, je pense pas que la formatrice vous a dit, je crois à la loi de l'attraction ou je crois, voilà, on va avoir des vérités pseudo-scientifiques à des gens qui n'ont pas forcément les mêmes moyens que vous d'aller creuser et d'aller vérifier que ce qui est dit est vrai, quoi. C'est vraiment dramatique.
dramatique. Et si toutes ces personnes ont dépensé, et le gouvernement québécois, 15 000 euros, c'est 15 000 $, c'est hallucinant. Vraiment, et puis surtout que les personnes en plus qui étaient présentes dans cette formation voulaient tous aider les gens dans l'entreprise. Parce que notre rôle à tous, Oui. là, on était tous là dans une formation de coaching pour pouvoir soutenir, coacher en tout cas les gestionnaires, les directions d'entreprise, etc., mais avec des techniques qui sont absolument pas approuvées. Et au-delà de ça, alors je vous avais fait une petite capture d'écran que j'avais partagée, puis je pense que je vais pouvoir peut-être les mettre dans les notes de l'épisode, si jamais. Je vais voir si je peux l'insérer. C'est parce qu'il y a quelque chose qui m'a particulièrement choquée dans cette formation, où c'était écrit si quelqu'un vous dit « Cette technique n'est pas intéressante car il n'y a aucune étude scientifique qui prouve qu'elle permet un meilleur résultat », avec humour et tact, vous pourrez répondre à la personne « Est-ce qu'il y a une étude scientifique qui prouve la validité de ce que vous dites là ?» Et moi, je me suis dit, en voyant ce cours, ce coaching là-dessus, mais en fait, ils ont conscience de ce qu'ils font. Oui. Je sais pas, c'est... Ils savent que ce qu'ils disent n'est pas défendable, mais ils vont retourner la charge de la preuve sur la personne qui pose la question de savoir est-ce que c'est valide ou pas. Alors, si on pose la question est-ce que c'est valide, on va nous demander mais en quoi ta question est-elle valide ? En fait, c'est ça. Ça n'a aucun sens et c'est juste là pour le coup, oui, on peut se dire que ces personnes savent qu'elles disent n'importe quoi, mais qu'elles ont trouvé une bonne parade rhétorique pour éviter de se prendre la tête et pas avoir à répondre aux objections. Là, ça devient de l'escroquerie en fait. Hein. Oui, clairement. Et c'est ça. Et donc j'ai fini cette formation là. Et puis après cette formation pour être coach, il y a un organisme qui s'appelle l'ICF. Donc l'ICF, c'est la Fédération internationale des coachs, qui va justement dire vous avez passé un autre examen après. Pour ça. Et puis, c'était là aussi ma question après, où j'étais complètement perdue parce que je partais de là pour aider les personnes et à me dire, OK, est-ce que je vais faire cet examen et je vais aller jusqu'au bout ou pas? De quelle façon? Ça montre quoi aux personnes? Et en même temps, dans nos pratiques de travail, en tout cas dans la mienne, les personnes te demandent d'être certifié ICF avec des choses qui sont pas en accord avec toutes les valeurs. Et c'est là où c'est compliqué. Parce que je trouve qu'en entreprise, quand on essaye parce que j'ai l'impression en tout cas qu'on peut, à travers le coaching, aider certains managers. Alors peut-être que je me trompe, je suis en un questionnement, on va faire là. Mais j'ai l'impression qu'on peut quand même aider des managers, mais que à travers ça, au final, peut-être pas tant, parce que c'est que des fausses croyances qu'on nous enseigne. Je sais pas. On peut pas forcément généraliser. Oui. Effectivement. On peut pas forcément généraliser votre formation à toutes les formations de coaching, mais c'est vrai que dans le coaching, vous avez cité la PNL, mais on va retrouver aussi souvent les tests de personnalité dont on a parlé, on va retrouver plein de trucs qui sont en fait des mythes, des croyances, des pseudosciences. Vous parliez de cerveau gauche, cerveau droit, de PNL. Tout ça, c'est des choses qui sont absolument pas fiables, qui correspondent à rien, qui sont présentées comme scientifiques et qui ne le sont pas, et qui sont très 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 courantes dans le coaching. Donc c'est vrai que votre question, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se la posent finalement. Est-ce qu'on peut vraiment aider les gens avec du coaching ? C'est possible. Peut-être que au sens de l'accompagnement d'une personne, la motivation d'une personne, peut-être qu'on peut l'aider, mais il faut voir avec quels outils tout simplement. Et si c'est pas des outils qui sont validés scientifiquement ou des outils, en tout cas qui n'ont pas de prétention scientifique, si elles ne le sont pas, tout simplement. Parce qu'après, il n'y a pas que les sciences qui fonctionnent. Hein. Je veux dire, il y a la relation à l'autre, la psychologie fonctionne beaucoup là-dessus, sur la relation à l'autre, l'empathie, etc. Mais il y a tellement de choses fausses qui circulent dans le coaching, c'est juste hallucinant. On fait comment en tant qu'RH ou manager, justement? Est-ce qu'on peut intégrer la métacognition dans l'entreprise? Est-ce que ça serait son rôle aussi à l'entreprise de réfléchir là-dessus? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, je pense que la métacognition, la réflexion méthodique sur nos modes de pensée, elle est indispensable en entreprise en réalité. Mais il faut qu'elle se fonde, cette réflexion, non pas sur des outils qui sont creux, qui sont sans fondement, mais plutôt sur des outils dont on sait qu'ils fonctionnent. Donc, on peut encourager au raisonnement critique
avec des outils qui sont liés, par exemple, à la psychologie sociale, à la psychologie tout court, à des outils comme on parlait des tests de personnalité il y en a qui existent et qui peuvent être passés, qui peuvent être donnés par des professionnels formés à ces outils. Parce que s'ils ont une valeur, c'est aussi qu'il y a des protocoles bien précis pour les faire passer. Voilà, si c'est fait par des professionnels, il y a vraiment des choses à faire et un test de personnalité bien réalisé peut apprendre énormément de choses à la personne qui le passe et à la personne qui le fait passer également, enfin, ou en tout cas à l'employeur ou à la RH qui va récupérer ce test. Là, on peut travailler sur des bases intéressantes et qui font totalement partie de la métacognition, c'est-à-dire la compréhension des modes de pensée, de nos modes de fonctionnement personnels. Voilà. Que ce soit de soi à soi, de soi à l'autre ou de soi aux autres en général quand on travaille en groupe par exemple. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à creuser là-dessus. Il y a des formations par exemple qui peuvent être données sur les stéréotypes de genre ou sur le racisme, les préjugés raciaux ou homophobes ou transphobes. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être faites de manière basique en plaquant et en disant c'est pas bien d'être raciste. Ça n'apporte rien. Par contre, si on rentre dans des questions métacognitives, c'est-à-dire qu'est-ce que le vécu d'une personne racisée ou quel est notre ressenti, nous, en tant que personne non minoritaire blanche, face à une personne racisée? Voilà ce qu'on observe en psychologie ou en psychologie sociale. Les réactions les plus classiques sont les suivantes. Il n'y a pas de culpabilité à avoir ou quoi que ce soit, c'est juste des connaissances. Qu'est-ce qu'on en fait soi et comment est-ce qu'on peut soit questionner ces réflexes de pensée qui vont malheureusement perpétuer les stéréotypes, mais sur lesquels on peut peut-être avoir justement un levier d'action pour éviter que les stéréotypes perdurent. Ça, c'est de la métacognition. À partir du moment où c'est fait avec des outils valables, des outils qui nous permettent de progresser, bah oui, évidemment que c'est faisable. Pareil pour la gestion des émotions. La gestion des émotions, ça peut être très intéressant quand on gère une équipe ou quand on fait partie d'une équipe et qu'on doit collaborer avec d'autres personnes. Ça, c'est des choses qui peuvent être complètement intégrées dans un aspect métacognitif et en excluant du coup des méthodes qui sont liées à la spiritualité ou à des pseudosciences. Donc tout ça, enfin voilà, je pense que la gestion de l'incertitude aussi, par exemple, ça c'est intéressant, la gestion de l'incertitude. On a tous du mal avec l'incertitude. Or, dans nos vies en général et dans le travail aussi, on a de l'incertitude, on ne sait pas ce qui va se passer. Comment est-ce qu'on gère l'incertitude? Tout ça, c'est des choses qu'on peut apprendre. Et malheureusement, moi, là, le constat que je fais, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les formations qui sont proposées aux gens, c'est plus des formations liées à des vraies connaissances, c'est maintenant des formations à comment gérer son stress, mais en faisant de la méditation. Mais non, quoi. Ça ne marche pas. Ce n'est pas validé par des connaissances actuelles. À aucun moment, on a la preuve que la méditation nous permet de gérer le stress. Donc, il y a plein d'autres manières de gérer le stress. Et notamment par la métacognition qui consiste, en premier lieu, à identifier qu'on est stressé. Ça paraît bateau de le dire, mais très souvent, on peut être stressé sans s'en rendre compte et agir de manière spontanée, de manière automatique, sous la pression de ce stress, sans se rendre compte qu'en réalité, si on traitait ce stress en premier lieu avant de prendre une décision, on prendrait une décision différente. Par exemple, il y a un exemple assez amusant, entre guillemets, c'est pas amusant du tout en fait, parce que les répercussions sont énormes. On s'est rendu compte qu'il y a des études qui montrent ça, que les juges, ça a été fait aux États-Unis, les juges américains prennent des décisions beaucoup plus strictes et condamnent les personnes plus lourdement juste avant la pause déjeuner. Si, parce qu'ils ont faim. Et comme ils ont faim, ça modifie en fait leur manière de juger. Donc, quand on a conscience de ça, on peut prendre de vraies mesures pour que la justice soit rendue de manière plus juste, mais on peut aussi prendre des mesures pour que les juges aient des conditions de travail de bien-être plus adaptées. Ça, c'est des vraies connaissances. Et dire ça à un juge, même si on change pas, par exemple, son cadre de travail, peut-être que c'est pas possible, admettons, mais au moins l'informer et lui dire voilà, il y a eu des études qui montrent que les décisions de justice juste avant midi sont plus sévères que les décisions de justice rendues à 15 heures. Le juge lui peut faire de la métacognition, se dire ok,
je vais être attentif ou attentive à mes modes de pensée à cette heure-là. Voilà. Pour essayer de limiter la casse, tout simplement. Maintenant qu'on a parlé de cette métacognition, j'espère que pour ceux qui nous écoutent, ça va leur donner envie de réfléchir à pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent, justement, et puis de quelle façon. Mais je me dis de l'autre côté, est-ce qu'on y arrivera vraiment à pouvoir diffuser? En tout cas, je l'espère. Mais c'est parce que c'est un exercice qui est beaucoup plus difficile à faire. En tout cas, j'essaie de voir comment est-ce qu'on pourrait l'implanter dans une entreprise que se dire, on va t'offrir 1 heure de yoga, de méditation, de l'astrologie ou quoi que ce soit, que vraiment on va retourner encore une fois à la source de pourquoi est-ce qu'on est là, de quelle façon, etc. Et pas juste mettre des pansements. Ouais, il faut revenir aux choses sérieuses, j'aurais tendance à dire dans un premier temps, mais il y a aussi des choses sérieuses qui sont passionnantes, excitantes, parce que on peut s'intéresser par exemple à ce que je viens de raconter avec le juge, mais il y a aussi d'autres choses, par exemple l'influence, la manipulation. On utilise ça en fait en entreprise, quand on fait de la publicité, quand on fait de l'UX design, on s'intéresse à la métacognition. On ne fait que ça. L'UX design, si c'est pas de la métacognition, c'est quoi? C'est imaginer ce que l'utilisateur d'une application ou d'un site internet va faire et comment il navigue dans ce site internet. Donc c'est sa perception, c'est les décisions qu'il va prendre, c'est les clics qu'il va faire, etc. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être passionnantes, mais il faut juste les remettre au centre de nos préoccupations, tout simplement. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est parti très très loin dans des trucs qui sont complètement hors sol et qui ne correspondent pas aux besoins et qui sont décevantes en réalité à l'arrivée. Voilà. Et on peut faire des choses tellement plus intelligentes, tellement plus intéressantes, qui aiguisent notre curiosité. Ça ne veut pas dire qu'on fera forcément plus aucune erreur en entreprise, qu'on prendra que les bonnes décisions. Mais je pense qu'on peut s'épargner quand même un certain nombre de cul-de-sac et de fausses bonnes idées. En fait, c'est ça le truc. On a l'impression qu'on est dans des bonnes idées avec ces choses de développement personnel, de bien-être et de techniques qui ont l'air attirantes, et qui le sont, elles sont attirantes. Mais je crois que peut-être qu'il faut réenchanter l'intérêt qu'on peut porter aux sciences, en fait, tout simplement. Et que la psychologie, la recherche en psychologie, mais elle apporte des connaissances hallucinantes sur l'être humain et les rapports entre les humains en psychologie sociale sont aussi extrêmement intéressants. On apprend des choses hallucinantes et qui sont très utiles dans l'entreprise. De même que le management, c'est quelque chose qui est aussi étudié scientifiquement. Il y a des réponses sur le management. Pourquoi est-ce qu'on va dans le développement personnel pour, soi-disant, nous proposer des solutions, alors que le développement personnel n'a aucune validation scientifique? C'est juste des gens qui sont arrivés avec des idées dans les années 70, en ayant pris un peu de LSD et en ayant fait... C'est vrai ce qu'Elisabeth est en train de dire là au cas où vous pensez que c'est une plaisanterie. Non, c'est vrai, ça a commencé comme ça. Voilà. Vrai. Donc, pourquoi est-ce qu'on donnerait plus de crédit à ces choses-là? Bon, bien souvent, les gens ne savent pas que ça vient de là, mais voilà. Plutôt qu'il y a des choses où des chercheurs se penchent, essayent de minimiser au maximum les biais dans des études hyper carrées pour arriver à des conclusions hyper intéressantes, mais on passe à côté d'une mine d'or d'informations. Tellement. Elisabeth, on arrive bientôt à la fin du podcast. Et je voulais rajouter quelque chose qui me semble important. Car pour moi, le but de notre conversation aujourd'hui, ce n'est pas de stigmatiser toute approche spirituelle ou de bien-être, mais de déconstruire le fait que les croyances ne peuvent pas faire de mal. On a vu, ça peut faire du mal. Mm-hmm. Et j'ai lu un de vos articles et je vais citer quelques phrases qui, pour moi, sont importantes, résument un peu tout ça et sont importantes à partager. Alors, je vais vous citer. Aussi jolies ou inoffensives qu'elles paraissent, nombre de nos adhésions non questionnées, bien loin de nous permettre de résoudre nos problèmes personnels ou existentiels, peuvent au contraire en créer de graves. Plus elles nous sont chères et gouvernent votre vie, mais moins nous les interrogeons. Et plus il serait pourtant important de le faire. C'est à ce travail de métacognition, donc réflexion sur nos propres pensées, que je tente d'introduire mon audience à l'envie d'identifier et de reconsidérer nos propres modes de fonctionnement mentaux pour prévenir la manipulation et l'auto-manipulation. Cette démarche exigeante incite à ne pas respecter nos croyances, à les malmener, les disséquer et les provoquer.
Car c'est dans l'auto-éducation au doute, au questionnement et à l'analyse de nos pensées individuelles et collectives que le respect de soi et des autres est à trouver. Respecter les croyances, s'interdire de les critiquer, c'est se déposséder de sa propre capacité à penser. Ne pas les respecter, au contraire, c'est ouvrir la voie à une évolution constructive des idées. Pour aller plus loin encore, ne pas échanger avec les autres sur le bien fondé de leurs croyances, sur leur utilité et leurs conséquences, ne pas encourager chacun et chacune à une prise de recul sur ce qui fonde ces raisonnements, c'est hisser les idées irrationnelles au rang du gouvernable intouchable, jusqu'au jour où elles deviennent radicales et délétères et qu'il est bien tard pour s'en indigner. Et merci pour ces paroles, elles viennent pas du tout de moi, mais bien de vous. Je voulais clôturer là-dessus parce que j'espère qu'avec ces heures-là qu'on a passées ensemble, ça va permettre justement à ceux qui nous écoutent de se questionner sur eux, sur ce qu'ils vivent, sur leurs propres pensées, sur leurs croyances et peut-être changer un peu les choses dans nos entreprises. C'est beau. Je ne peux qu'aller dans votre sens. Merci. Et puis, pour cette fois vraiment terminer le podcast, est-ce qu'il y a une personne qui, d'après vous, je devrais inviter dans ce podcast? Ce serait qui que je devrais inviter? Ah, alors, je vous ai déjà conseillé Émilie Morand, qui est passée chez vous, la sociologue sur l'identité homosexuelle dans le milieu du travail. Que je vais remettre dans les notes de l'épisode. Cet épisode a vraiment très, très bien marché. Ouais, les gens l'ont beaucoup aimé. C'était génial. Mais non, mais alors je peux vous conseiller une autre personne, si vous l'avez pas encore reçue. C'est Sama Karaki. C'est une neuroscientifique. Elle a sorti un livre qui s'appelle « Le talent est une fiction ». Ça vient de sortir. Ça cartonne. Alors, elle est très très souvent, elle est beaucoup invitée un peu partout. Ça parle de la fable, autour de toutes les fables qu'on peut voir autour du succès, de la méritocratie, etc. Mais pourquoi je vous la conseille en particulier? Parce qu'avant ça, avant son best-seller là qu'elle vient de sortir, elle avait sorti un autre livre qui s'appelle Le travail en équipe, qui a été édité chez Duno. Et franchement, Sama, elle est géniale. Elle sait super bien parler. Elle est hyper agréable à écouter, elle a une vulgarisation des sciences qui est très très bonne et surtout, elle a vraiment une réflexion sur le milieu du travail et je me suis dit que ça pourrait être super pour votre audience, quoi. Oh, super. Ah ben, ça c'est noté. C'est sûr que je vais la contacter. Ouais, si vous la contactez de ma part, elle vous dira oui, c'est sûr. Ah, c'est top. Merci beaucoup. Et j'aimerais savoir aussi si vous pouvez partager avec nous une découverte récente. Alors, ça peut être un livre, un film, une chaîne YouTube, quelque chose qui vous a marqué, qui a eu un impact sur vous et que vous aimeriez partager aussi avec les autres. Ouais. Alors, j'aimerais vous conseiller d'aller voir le site web qui s'appelle Hacking Social, hacking-social.com. Pourquoi? Parce que sur ce site, vous allez trouver 2 personnes qui font de la vulgarisation engagée autour de la psychologie et de la psychologie sociale. En ce moment, elles parlent en particulier de 2 sujets qui sont l'autodétermination. Donc la question de savoir est-ce que finalement on peut prendre des décisions pour soi-même ou est-ce qu'on est complètement conditionné par notre environnement, notre éducation, nos modes de pensée, etc. Ou est-ce qu'on a au contraire une marge de manœuvre? Donc ça, je trouve ça très intéressant. Et l'autre thème qui est développé en ce moment, c'est les états de la personnalité. Hein, on a beaucoup parlé des tests de personnalité, mais là en ce moment il y a donc d'un côté les vidéos sur l'autodétermination avec la chaîne YouTube qui s'appelle Horizon GUL, G-U-2-L, mais j'imagine que vous mettrez les liens. Et d'un autre côté sur le site Hacking Social, on a des articles sur les états de la personnalité. Donc voilà, c'est hyper carré, c'est hyper sourcé et en même temps c'est de la vulgarisation avec de la mise en scène et de l'humour, etc. Donc c'est hyper accessible et je trouve ça très 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 intéressant. C'est aussi une vulgarisation engagée, donc c'est des personnes qui ont à cœur de faire en sorte que les gens s'autodéterminent en fait et fassent des choix en conscience, et je trouve ça génial. Et bon, c'est pas complètement indépendant de ma série actuelle sur la transidentité, puisque l'une des 2 personnes derrière ce site Hacking Social, c'est Shaika, que je reçois, qui est une femme trans et que je reçois dans mon émission
actuellement ma série sur la transidentité et c'est savoureux parce que en plus de son parcours personnel, évidemment, elle peut partager toutes ses connaissances sur les études scientifiques autour de la transidentité et notamment au niveau psychologique et social. Voilà. Et que je peux que encourager à aller écouter, que ce soit l'épisode avec Elisabeth Fetty sur la transidentité, aussi aller voir le site web Hacking Social et puis leur vidéo YouTube aussi d'Horizon Gull. C'est une mine d'informations et ils vous mettent à chaque fois toutes les sources aussi. Je suis très fan de leur travail aussi. Donc oui, je peux qu'encourager là-dessus. Merci beaucoup de l'avoir partagé. Et enfin, toute dernière question cette fois pour de vrai, si on souhaite échanger. Toute dernière. Si on souhaite échanger avec vous, vous posez des questions. Comment est-ce qu'on fait? On passe par quoi? Ou est-ce que vous dites non, surtout, je veux pas? Alors, moi, j'échange énormément avec les gens, en fait. J'ai vraiment créé Méta de choc pour ça, pour pouvoir échanger avec des personnes autour de la métacognition. Donc, je suis extrêmement accessible, notamment sur les réseaux sociaux. Je suis à peu près partout, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Je publie très régulièrement, donc il est facile de commenter et je réponds ou de me contacter en message privé. Et puis, par mail aussi, via le site metadechoc.fr, il y a un endroit, une fiche contact pour me contacter. Alors, en étant quand même succinct dans une première approche, ne pas m'envoyer un roman parce que je suis extrêmement sollicitée vu que le podcast est quand même écouté par plusieurs centaines de milliers de personnes, donc je peux pas lire des romans. Mais par contre, oui, quand les messages sont courts, on peut commencer une conversation et je réponds à tous les messages. Voilà. Merci beaucoup, Elisabeth. Vraiment, merci pour cet échange passionnant. Et j'espère avec plaisir. Et puis, j'espère que chacun pourra faire maintenant des choix en connaissance de cause. C'est aussi le but du podcast par rapport à l'entreprise. Alors, merci beaucoup. Merci, Camille. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que notre discussion avec Elisabeth Fetty vous a permis de voir ces pratiques sous un autre angle et de remettre en question certaines certitudes. Que ce soit la méditation, le coaching ou toutes ces tendances New Age qui s'invitent dans nos bureaux, l'important c'est de ne jamais cesser de se poser les bonnes questions. Au-delà des modes, ce sont vos équipes et leur bien-être qui comptent vraiment. Si cet épisode vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à partager vos impressions et vos retours. J'ai hâte de lire vos commentaires et de continuer cette conversation avec vous. Et comme je le disais en introduction de l'épisode, pour ceux qui en redemandent encore, Elisabeth Fetty vous donne rendez-vous en octobre pour la sortie de sa chronique sur la méditation. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous, prenez soin de votre équipe et gardez le cap sur l'essentiel.